Alors dans cette deuxième partie, nous allons rentrer un peu plus dans les détails du bus KNX, et nous allons commencer avec l'alimentation. Nous avons vu qu'il était possible de placer jusqu'à 64 participants, même si théoriquement on pourrait adresser jusqu'à 255 participants. On se limitera à 64 participants maximum par ligne, tout simplement pour limiter le trafic réseau et une dégradation des performances qui impacterait une fiabilité moindre de notre installation. Alors ce n'est pas la seule raison. La raison principale est liée à l'alimentation, qui est par défaut de 640 mA, et des participants qui consommeraient chacun 10 mA en moyenne. Donc ça ne reste qu'une estimation, il faudra regarder dans le datasheet de chaque participant et faire la somme de tous les courants consommés et vérifier que l'alimentation peut fournir le courant de tous les participants présents sur le bus. Alors en fait, nous avons trois types d'alimentation KNX, l'alimentation 320 mA, 640 mA et 960 mA, sachant que l'alimentation classique étant 640 mA. Alors prenons un exemple. Pour l'instant, l'alimentation, on ne la connaît pas. On a un appartement dans lequel on a un certain nombre de matériels, des entrées, des boutons poussoirs KNX, ou bien des interrupteurs directement connectés à des entrées KNX, et puis des actionneurs. Alors on a les commandes de store, 3 commandes de store, montée, descente ou 6 sorties relais, c'est configurable. Donc des boîtes encastrables de commandes, une ou deux relais, et puis des sorties classiques à relais que l'on retrouvera dans le tableau électrique. Et on va regarder dans chacune des documentations techniques le courant consommé. Alors on peut voir au-dessus de chacun des éléments l'extrait de la documentation permettant de connaître la consommation des participants. Alors on peut voir effectivement qu'en moyenne c'est autour de 10 mA, mais certains font moins de 4 mA, d'autres jusqu'à 18 mA. Donc c'est pour cela qu'il va falloir vérifier, en additionnant tous ces courants, que l'alimentation est suffisante. Alors pour connaître la consommation globale de notre installation, on va donc créer un fichier Excel. On retrouve les références de chaque participant, le nombre de participants, les courants, alors soit des courants calculés, par exemple pour le bouton poussoir double, on avait une puissance de sortie donc de 0,3 watts, bon, il suffit de diviser par 30 pour retrouver le courant de sortie. Alors on fait la somme de tout ça et on arrive à 288 mA, donc a priori on pourrait utiliser une alimentation 320 mA, la plus petite, la moins chère. Alors c'est vrai, mais en général, quand on va utiliser un bus KNX, on va quand même prendre de la marge, bon, ça peut être 20%, 30%, histoire de ne pas avoir à changer l'alimentation si jamais on rajoutait des participants. On va prendre une petite marge de 30%, et donc on dépasse largement les 320 mA de la plus petite alimentation, donc on va plutôt partir sur une alimentation classique de 640 mA. Voilà, donc j'ai rajouté l'alimentation qui était pour l'instant inconnue, on a rajouté cette alimentation de 640 mA, celle que l'on vient de valider. Alors une petite question, qu'est-ce qui se passe si maintenant je rajoute à ma première installation une tablette, son alimentation, cette tablette ne va pas consommer énormément, autour de 5 mA sur le bus KNX, puisqu'elle est déjà alimentée par une alimentation 24 volts. Et puis on va aussi rajouter des détecteurs de mouvement, qui doivent consommer autour de 10 mA. Et supposons aussi que je n'avais domotisé que la moitié de mon appartement, je veux domotiser tout l'appartement, donc je multiplie par 2 tout le matériel que j'avais placé précédemment. Alors dans ce cas-là, j'ai deux problèmes. Je dépasse quasiment les 640 mA, mais mon deuxième problème, c'est que je dépasse les 64 participants. Donc la solution, elle est simple. On va rajouter un coupleur de ligne, ce qui va nous permettre de limiter le nombre de participants par ligne à une valeur autour de 40 participants, donc inférieur à 64. Alors une autre problématique, cette fois-ci on est sur un immeuble, on était avant sur une villa. Alors dans un immeuble, la problématique est différente. On veut séparer chacun des appartements, donc on veut un bus pour chaque appartement, mais on aimerait aussi pouvoir commander tous les appartements au travers d'une GTB. On va rajouter des coupleurs entre chaque appartement. Alors attention, on ne peut rajouter que 15 coupleurs de ligne, et on remontera ça sur une passerelle KNX IP. Alors avant d'aller plus loin et parler des adresses physiques et des adresses de groupe, voyons comment fonctionne le bus KNX. On a dit que c'était un bus avec une tension autour de 30 volts, en fait c'est 29 volts, et ce sont des trames qui sont échangées. Alors on peut voir que ce sont les 0 qui envoient des impulsions sur le bus, alors que les 1 correspondent à pas d'impulsion. Donc une trame constituée de 0 et de 1, on ne verra que les 0, les 1 étant correspondant à une tension de 29 volts. Alors c'est un bus assez lent, qui fait 9600 bits par seconde, et une trame va prendre autour de 15 millisecondes, en comptant l'acquittement qui sera renvoyé par le participant qui aura reçu cette trame. Alors c'est un bus qui fonctionne sur événement, donc un appui sur le bouton va envoyer une trame d'allumage, et un deuxième appui, si on est en télérupteur, on verra une trame d'extinction. Donc chaque participant devra avoir une adresse physique. Alors cette adresse physique, elle est codée sur 16 bits, elle est découpée en trois parties. Une partie zone,
une partie ligne et une partie participant. Alors ce qui fait la différence entre les différentes lignes ou les différentes zones, c'est le coupleur KNX qui va permettre de séparer chaque partie. Donc dans notre cas, l'appartement 1 aura l'adresse de ligne 0, à l'appartement 2, l'adresse de ligne 1, à l'appartement 3, l'adresse 2. Alors prenons l'exemple de l'appartement 1. Le coupleur de l'appartement 1 aura l'adresse 1.0.0, et ensuite on aura pour chacun des participants de cet appartement les adresses 1, 2, 3, 4, etc. On peut aller jusqu'à 254. Alors à la différence avec l'exemple précédent, on a cette fois-ci un coupleur de zone. L'aile est est séparée de l'aile ouest au travers de deux coupleurs. Alors c'est des coupleurs de zone, mais en fait c'est les mêmes coupleurs, c'est juste qu'ils ne sont pas placés au même endroit, et donc ils vont pouvoir séparer l'aile est de l'aile ouest. Les adresses de zone seront différentes pour les deux ailes. Donc on peut voir que sur l'aile est, l'adresse de tous les participants commence par un 2, alors que pour l'aile est, l'adresse des participants commence à l'adresse 1. Voilà, donc on est déjà sur une configuration assez importante. Deuxième solution aurait été, au lieu d'utiliser des coupleurs de lignes principaux pour séparer les zones, on aurait pu les séparer au travers de passerelles KNX IP. Donc on aurait eu l'aile est connectée à une passerelle IP et l'aile ouest à une autre passerelle IP, et dans ce cas-là, on n'aurait plus l'utilité des coupleurs de zone. Alors, on va prendre maintenant un exemple concret, sur un exemple assez simple avec quelques éléments, une alimentation, une entrée 4 boutons, un interrupteur double, et deux sorties à relais, une sortie store et une sortie à relais classique. On suppose qu'on a affecté les adresses physiques à nos 4 participants et qu'on a câblé. Sur la sortie A de mon actionneur à l'adresse 103, on a connecté une lampe et on a connecté sur les sorties 1 et A2 un store. Alors évidemment, on a 3 disjoncteurs, un disjoncteur 2 A pour protéger l'alimentation KNX, un 10 A pour protéger les lampes, et un 16 A pour protéger le store. Alors nous allons utiliser un exemple concret pour essayer de comprendre comment fonctionne le protocole KNX. Alors tout est basé sur les adresses de groupe. C'est quoi une adresse de groupe? Une adresse de groupe, c'est ce qui permet de faire communiquer les participants entre eux. Dans ce premier exemple, je vais essayer d'allumer et d'éteindre la lampe en utilisant l'interrupteur de gauche à l'adresse 102. On va donc associer à cet interrupteur de gauche une adresse de groupe. Alors l'adresse de groupe, elle est constituée de 3 nombres. Alors, on verra un petit peu ensemble comment l'organiser, mais pour l'instant, on va prendre la première adresse de groupe qui est utilisable, donc la 0/0/1. Et on va aussi associer cette adresse de groupe à la sortie A, donc au canal A de notre actionneur, à l'adresse 103. Une fois que la programmation est faite au travers d'ETS, on verra ça un peu plus tard, le fait d'appuyer sur le bouton va envoyer la trame va être vue par tout le monde, mais c'est seulement le matériel associé à cette adresse de groupe qui va réagir, et donc on va allumer la lampe. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on appuie sur le bouton 0? Alors on suppose que l'interrupteur de gauche, le bouton 1 est associé à la valeur 1, le bouton 0 à la valeur 0. On va donc appuyer sur le bouton qui va envoyer la même trame, mais cette fois-ci avec la valeur 0. Précédemment c'était la valeur 1, et la lampe va s'éteindre. Alors on verra qu'il y a plusieurs types de commandes, des commandes on-off, c'est le cas ici, mais il y a aussi des commandes à impulsion, des commandes de variation, etc., etc. Alors là on est sur quelque chose d'assez simple. Alors maintenant, reprenons le même exemple, mais cette fois-ci, je vais commander la sortie E de mon actionneur 103, en utilisant cette fois-ci deux boutons poussoirs, E1 et E2, qui permettront d'envoyer soit la valeur 1, soit la valeur 0, à l'adresse de groupe, alors cette fois-ci que je vais appeler 002, puisque c'est la deuxième. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va appuyer, la trame va partir, elle va être vue par le matériel à l'adresse 103 qui est associé son canal E à l'adresse de groupe 002, qui va s'allumer. Si on appuie sur le 2, c'est maintenant la valeur 0 qui va éteindre la sortie E, donc éteindre la lampe associée à la sortie E, et donc ouvrir le relais. Une dernière commande, cette fois-ci c'est l'interrupteur de droite, donc associé à la commande de store, qui va avoir l'adresse de groupe 101. Alors, comme c'est des commandes différentes, on verra que le premier chiffre de l'adresse de groupe correspond à une fonction, donc là c'est une fonction store. Et on aura de la même façon la valeur 1, quand on va appuyer, c'est cette trame qui va être vue et faire monter le store. Et si on appuie cette fois-ci sur l'interrupteur de descente, c'est une trame en 0 qui va être envoyée, et le store va descendre. Alors pour terminer, on a parlé des adresses de groupe, on va aller un peu plus dans le détail de ces fameuses adresses de groupe. Donc elles se divisent en 3 parties.
une partie groupe principal, une partie groupe médian et une partie sous-groupe. Alors pour l'instant, on avait pris des valeurs un peu au hasard, hein, les premières valeurs qui venaient, 0, slash 0, slash 1, etc., etc. Alors on va maintenant organiser tout ça, tout simplement parce que le nombre de commandes qu'on peut avoir, et donc d'adresses de groupe qu'on peut avoir dans un scénario domotique assez important, peut dépasser la centaine, voire plusieurs centaines d'adresses de groupe, donc de commandes. Alors l'organisation qui est proposée, c'est une organisation assez classique, qui est de donner au groupe principal la fonction d'éclairage, fonction de commande de volée. Le groupe principal ne peut aller que de 0 à 15, on prendra 0 pour tout ce qui est fonction centrale, c'est-à-dire tout allumer, tout éteindre, fermer tous les stores, etc. Le groupe médian, lui, est associé au type de commande envoyée. Enfin, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a plusieurs types de commandes. Jusqu'à présent, on a vu que les commandes à 1 bit, donc de type on-off, mais on peut avoir aussi des commandes analogiques. Et pour chaque commande, en général, on aura un feedback, un retour d'état que l'on peut utiliser ou pas. Et on termine avec le sous-groupe dans lequel on va retrouver plutôt là, les endroits où l'on va placer les commandes. Alors, notamment tout ce qui est commande pour le chambre de maître, on peut voir, hein, ça va de la valeur 1 à la valeur 10, alors sachant que le 7, 8, 9 et 10 n'ont pas été utilisés, on n'a que 6 adresses de groupe. On peut voir ensuite la salle de bain, la chambre 2, etc., etc. Donc on ira de 10 en 10. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller jusqu'à 255, donc on a pas mal de choix. On peut voir ensuite, dans la partie verte, la partie feedback, c'est-à-dire on retrouve les mêmes adresses de groupe, mais cette fois-ci, pour tout ce qui est retour d'état associé aux différentes lampes, puisque le groupe principal est l'adresse 1 qui correspond à l'éclairage. Donc grâce à cette organisation, on peut retrouver rapidement, dans un ensemble de plusieurs centaines d'adresses de groupe, l'adresse de groupe que l'on veut modifier, ou la commande que l'on veut modifier ou remplacer.